Il est 8h32 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Bruno Retailleau. Bonjour Apolline de Malherbe. Merci d'être dans ce studio pour répondre à mes questions. Vous êtes, vous, toujours président du groupe Les Républicains au Sénat, puisque le Sénat n'a pas été dissous. Et au fond, lorsque l'on regarde depuis l'annonce de dissolution, les premières tendances, et notamment ce que disent les sondages, c'est qu'il y a 3 blocs et en réalité sans doute deux blocs qui émergent. L'un du côté du RN, l'autre du côté de LFI, PS et du nouveau Front populaire. Et lorsque l'on regarde vos électeurs, alors on ne sait plus très bien où ils sont, si une partie est partie avec Éric Ciotti, si l'autre est resté autour de vous et d'un refus d'une alliance avec le RN, mais ce sont peut-être vos électeurs qui ont la clé sur la question d'une majorité pour constituer précisément une majorité. On va y venir, mais d'abord justement pour savoir de quoi on parle. C'est qui les Républicains aujourd'hui ? Les Républicains, c'est nous. Les choses sont très très claires puisque les candidats d'Éric Ciotti en préfecture qui se sont déclarés n'ont pas utilisé ni le mot LR, ils ne se sont pas rattachés à LR et ils ne sont pas rattachés non plus pour le financement à notre association de financement, mais aux amis d'Éric Ciotti, au micro-parti d'Éric Ciotti. Donc par eux-mêmes, vous voyez, ils n'ont pas revendiqué l'étiquette LR tout simplement parce qu'ils savent que la position juridique est fragile. Bon, elle est fragile, mais elle est compliquée. Parce que si on en croit juridiquement, Éric Ciotti est toujours, au moment où on se parle, officiellement le président du Parti des Républicains. Provisoirement, bien sûr, mais heureusement, on est en démocratie. Et dans une démocratie, une association, vous savez qu'un mouvement politique ressorti des statuts associatifs, eh bien, un homme seul ne peut pas entraîner des milliers, des dizaines de milliers d'adhérents, de militants, là où on ne l'a pas autorisé à le faire, de façon contradictoire avec la ligne qu'on a toujours affichée. On n'est pas la Corée du Nord, on n'est pas une dictature. Le principe démocratique régit ALR, nos statuts, c'est notre règle. Mais vous avez sans doute vu hier, Éric Ciotti s'est exprimé dans une vidéo sur les réseaux sociaux et vous avez sans doute distingué que derrière lui, il y avait aussi le logo des Républicains. Lui-même se présente et continue à se présenter comme le président des Républicains. Mais c'est paradoxal, je vous le disais, puisqu'en même temps, ces candidats n'ont pas osé afficher la couleur et se revendiquer de LR parce qu'ils savent que très vite, dans quelques jours, la justice réglera et clarifiera les choses. Nous nous y attachons, point final. Et j'observe du reste que le ministère de l'Intérieur qui fait ce qu'on appelle un nuançage, vous savez que dans chaque préfecture, les gens s'inscrivent, les candidats s'inscrivent, ils se déclarent, ils se rattachent, comme je le disais. On voit où est-ce qu'ils sont rattachés, dans quelle couleur le ministère de l'Intérieur a décidé pour son nuançage de rattacher les candidats de M. Ciotti à la catégorie UXD, c'est-à-dire Union de l'extrême droite. Union de l'extrême droite. C'est sous cette appellation-là que le ministère de l'Intérieur parle de la coalition RN et ami de M. Ciotti, comme vous dites. Par ailleurs, sur le plan politique, j'observe que Éric Ciotti a été lui-même dissous dans le bloc du Rassemblement national. Vous ne vous alliez pas... Pardon, mais j'avais l'image. Alors attendez, donc il a été lui-même dissous, il faut que vous m'expliquiez ça. Je vous l'explique. On ne s'allie pas avec le Rassemblement national, on se soumet. Ça n'est pas une alliance qui a été faite entre égaux, entre le RN de M. Bardella, de Mme Le Pen, et puis le micro-parti de M. Il a renoncé, ce que vous voulez dire, c'est qu'il a renoncé à ses propres convictions. Bien sûr, la preuve, regardez sur la réforme de la retraite. Sur France 2, au journal télévisé, il dit non, mais je l'ai voté, donc j'y tiens. Et on apprend que le jour même, le lendemain même, au matin, dans le Parisien d'ailleurs, que M. Bardella dit non, après les JO, nous abrogerons cette réforme que M. Ciotti, pourtant, avait votée. Donc la ligne est claire, ce n'est pas M. Ciotti qui fait cette ligne-là. Il a apporté comme un supplétif, pourrait le faire, ces quelques forces. Bruno Retailleau, la question c'est aussi, au-delà de ce qui se passe pour ce premier tour, ce qui se passe pour le deuxième tour. François-Xavier Bellamy, dont vous avez toujours été très proche, à la question de savoir pour qui il voterait s'il se retrouvait face à un deuxième tour avec l'Alliance de gauche et le RN, il a répondu qu'évidemment il voterait RN. Et alors ? Il n'y a pas une incohérence chez vous ? Non, mais François-Xavier a exprimé une position personnelle. Qui est la vôtre ? Je vais vous dire, cette question, je l'ai à chaque fois. C'est normal. À chaque élection. Et c'est un double piège. C'est un double piège parce que quand vous me posez cette question, avant le premier tour, si j'y réponds, ça veut dire que
je m'enferme et que je considère que nos candidats échoueront avant même le premier tour. Donc je peux vous dire que j'en ai eu une petite dizaine hier pour faire le point et les choses se passent beaucoup mieux pour eux qu'ils ne le craignaient. Donc un premier piège, celui qui est considéré par le défaitisme que nos candidats ne seraient pas au second tour. Or, nous aurons Mais est-ce qu'il n'a pas des été juste candidats plus au honnête que second vous? tour. Est-ce que Et François-Xavier Bellamy n'a pas juste été plus honnête que vous? Alors certains diront peut-être plus naïf Non. ou plus nouveau, Non. ou plus frais dans la politique, mais... Et l'autre piège, c'est de commencer une polémique. C'est de commencer une polémique en répondant par telle ou telle réponse qui n'a pas lieu d'être maintenant. Je vais vous dire, je vous propose, vous me réinviterez après le 30 et Tout je à vous fait, dirai très clairement. on vous reposera cette question. Et d'ailleurs, moi, si je vous pose cette question-là, j'aimerais aussi savoir si, en cas de deuxième tour, LFI et majorité sortante, vous, laquelle des deux vous choisiriez? Voilà, C'est important aussi. absolument. Et pourquoi je vous pose cette question-là? Parce que précisément, quand on le regarde et quand on regarde ce que donnent les sondages, il y a au milieu cette... Alors, vous n'êtes pas bien... Vous n'êtes plus aussi nombreux que vous n'étiez du temps du RPR ou du début de l'UMP. Mais tout de même, il reste une poignée d'électeurs qui sont derrière vous et qui seront sans doute une sorte de force pivot. Quand vous entendez hier Jordan Bardella qui dit « Si je n'ai pas la majorité absolue, je n'irai pas ». Mais cette majorité absolue, il pourrait éventuellement l'obtenir en s'alliant sur des programmes avec certains de vos élus. Est-ce que c'est envisageable ? Je vais vous dire, nous sommes partis sous nos propres couleurs dans cette élection qui est difficile, vous venez de le souligner, parce qu'il y a l'effondrement du nouveau monde bâti par Emmanuel Macron. Ce nouveau monde, c'est quoi? C'est le tripartisme, c'est-à-dire ces trois blocs. Un bloc central, incarné par lui-même, avec deux ailes radicales. Et ça, c'est un poison pour la démocratie, c'est un poison pour la Ve République. Et vous habitez où, vous, là-dedans? Je m'explique. Justement, nous, on se bat parce qu'il va falloir relever, vous savez, il n'y aura vraisemblablement pas de majorité absolue dans quelques semaines. Et il faudra rebâtir une force politique qui soit une force politique d'alternance, qui ne s'inscrive pas dans ce tripartisme. Voilà. Parce que le tripartisme, encore une fois... cette force pourrait être autour de vous? C'est-à-dire, encore une fois, l'expression de parti pivot, voire même de parti croupion, c'est une expression de Gilles Richard dans le journal Le Monde hier, qui dit que les LR qui restent pourrait être ce parti croupion, c'est-à-dire qui d'un côté ou de l'autre en fonction des politiques proposées? Moi, je pense qu'on sera un bouclier. On veut être un bouclier. Un bouclier, si jamais, ce que je n'espère pas, parce que c'est pour moi le pire pour la France, si le Front populaire, qui est le front de la honte pour moi, allié à l'extrême gauche, parvenait à être la première force du pays, au niveau de l'Assemblée nationale, sans avoir pour autant la majorité absolue, nous devons être, nous, une force protectrice, un bouclier contre tous les errements de l'extrême gauche en matière économique, en matière d'immigration, en matière de sécurité, en matière d'identité. Et si c'est le Rassemblement national, nous devons aussi être un bouclier. Parce que si c'est le Rassemblement national qui veut, par exemple, un peu d'ailleurs comme l'extrême gauche, abolir les retraites, c'est la ruine pour notre pays. Et je pense qu'on sera ce parti raisonnable, du sérieux, capable sur les deux fronts. Le régalien, M. Macron a échoué sur le régalien. La réforme sur l'immigration que nous avions écrite au Sénat, il a fait détricoter par le Conseil constitutionnel. Mais précisément, si on s'arrête à cette loi, c'est un excellent exemple. C'est une loi que vous avez proposée. Elle sort vraiment, et quand je dis vous, c'est vous personnellement, c'est vous et votre groupe au Sénat. Vous avez écrit cette loi. C'est finalement celle qui a été dans un premier temps adoptée avant d'être détricotée par le Conseil constitutionnel. Et cette loi, elle a été votée par le Rassemblement national, qui s'est accordé aussi sur votre texte. Est-ce que ça veut dire que sur une question comme l'immigration, vous pourriez travailler ensemble? Vous l'avez déjà fait, au fond. On l'a déjà fait de façon paradoxale parce que, figurez-vous que dans ce texte-là, j'étais moi-même, je m'étais inscrit, c'était la première fois comme président de groupe, à la commission mixte paritaire qui réunit 7 députés. On s'en souvient bien et je vous avais reçu à ce moment-là. Exactement. Et j'avais vu le représentant du Rassemblement national lutter pied à pied contre mes mesures, contre mes propositions. Et ensuite se dédire, changer d'avis. Le Rassemblement national, j'avertis les Français, c'est trompeur. Il est d'abord un parti démagogique. C'est la chanson du feu époux malheureusement de Françoise Hardy, l'opportuniste, c'est-à-dire de Jacques Dutronc. On retourne sa veste. Surtout, ils ont retourné leur veste. Donc, moi, je pense, et vous avez
un premier exemple qui est sur le régalien. L'immigration, où nous avons été fermes, nous les LR. Vous avez un autre exemple que le Rassemblement national n'a pas voté, la réforme des retraites. Sans nous au Sénat, sans les LR, il n'y a pas de réforme des retraites. Pourquoi nous l'avons votée ? Je sais que c'était une réforme impopulaire. Mais je sais que pour mon pays, c'était important. Pour donner du pouvoir d'achat aux retraités. Et aussi pour mettre sur la table plus de travail. Parce qu'en France, on est en train de s'appauvrir. Parce que de toute l'Europe, on est le pays où on met le moins de travail sur la table dans la machine économique. Bruno Retailleau, vous avez employé un adjectif, vous avez dit pire. Je crois même que c'est un adverbe. Vous avez parlé de pire à propos du programme du nouveau Front populaire. C'est aussi le mot qui a été utilisé ce matin par François Fillon dans le journal Le Figaro. Il parle d'un double péril, mais il dit, après avoir parlé de l'extrême droite, il dit « mais pire encore, l'extrême gauche qui menace l'unité nationale doit être implacablement sanctionnée par les urnes. Je reste convaincu que notre pays a besoin d'une droite républicaine forte et libre. » Pire encore, l'extrême gauche. Encore une fois, vous ne souhaitez pas à ce stade, pour des raisons, j'allais dire presque stratégiques, électorales, répondre aujourd'hui à cette question si vous êtes face à un choix entre l'alliance autour du RN et l'alliance autour du nouveau front de gauche. Vous ne souhaitez pas dire pour qui vous choisissez, mais vous dites déjà, vous dites c'est pire. Vous dites c'est pire. J'endosse totalement. Et François Fillon dit c'est pire. J'endosse totalement la tribune qu'a écrite mon ami François Fillon hier. Je l'ai d'abord eu hier soir au téléphone pour le féliciter. Que dit-il dans cette tribune ? Vous l'avez rappelé, que le pire, c'est le front de la honte, c'est le front de la gauche, mais que le Rassemblement national n'est pas la solution pour la France. Et que ce qu'il appelle, lui aussi, c'est le relèvement d'une droite aujourd'hui qui est très affaiblie, c'est ma famille politique, mais dont la France a besoin. Elle en a eu besoin dans son histoire, elle en aura besoin dans son avenir. Il faudra qu'on refonde tout. Nous-mêmes, on doit se remettre en question, je le pense, très profondément. C'est d'ailleurs le projet que j'avais voulu porter contre Éric Ciotti. Puisque vous étiez candidat à la présidence des Républicains, vous étiez arrivé au deuxième tour et c'était devenu un duel entre vous deux. Vous avez obtenu 46% des suffrages des militants... 47, pardon, des suffrages des militants LR. Mais il se trouve que c'est Éric Ciotti qui en est sorti. Oui. J'ai d'ailleurs une question. Éric Ciotti, il a toujours dit que son candidat à lui, c'était Laurent Wauquiez. Il est où, Laurent Wauquiez, là ? Ah bah, je peux vous dire qu'il est en ligne. Il est au combat. Il est en ligne, il est au téléphone, vous voulez dire ? Parce que il est pas sur au micro, le terrain. en tout cas. Il est sur le terrain. Pourquoi il s'exprime pas ? C'est marrant quand même. Mais je pense qu'il va s'exprimer. Il aurait très bien pu se la couler douce, entre guillemets, à la tête de la région, d'une des grandes régions de France, Auvergne-Rhône-Alpes. Il a choisi d'aller sur le terrain et il a choisi, en réalité, d'abandonner la présence de la région pour être candidat. C'est un acte courageux que je salue. Voilà. Mais c'est à moitié assumé, quoi. Parce qu'en même temps, il ne vient pas le dire... Écoutez, on n'a pas toujours été d'accord avec Laurent Wauquiez. Ma parole est totalement libre et je pense que le poids de cette parole, aujourd'hui, quand je dis qu'il a eu bien fait et qu'en montant en première ligne, c'est un acte courageux, je pense qu'on peut me croire quand même. Précisément parce que vous j'ai cette indépendance. Vous l'avez souvent critiqué. Pas souvent, mais en tout cas, il est arrivé qu'on ait un certain nombre de divergences. Bruno Retailleau, dans le programme, et là je voudrais m'adresser aussi aux sénateurs que vous êtes, dans le programme proposé par le RN, notamment sur toutes les questions, le volet immigration, il y a notamment, par exemple, la question de la fin du droit du sol automatique. Ça ne passe que si le Sénat le vote. Est-ce que vous voteriez cela ? Non, ça ne passe pas que si le Sénat le vote. Ça passe avec une révision constitutionnelle. Et ils en tirent d'ailleurs la conclusion qu'avant 2027, c'est impossible, puisque s'ils n'ont pas les rênes du pouvoir, y compris à l'Élysée, il n'y a pas de révision constitutionnelle possible. D'ici là, nous avவும் montré au Sénat... Quelle sera votre position sur des questions très précises ? L'AME, je me souviens, vous-même, vous avez participé à ce travail sur l'AME. Mais nous l'avons écrit nous-mêmes. Vous avez dit il faut y mettre fin et le réduire uniquement à ce que l'on donne des soins. L'AME, c'est les soins pour tous, universels. Vous avez dit... on ne l'acceptera que pour l'urgence. Attention, c'est exactement le même programme que le RN. Donc ça, vous pouvez voter. Mais attendez, l'AME, c'est les clandestins qui ont une sorte de sécurité sociale universelle. Voilà. Et nous, on avait écrit dans le texte
contre l'immigration, on avait écrit qu'on voulait revenir simplement aux vrais soins d'urgence. Voilà. C'est Ça, exactement on l'a voté. mot pour Mais mot, bien mot sûr. pour mot ce que Bien dit sûr, ce que je aujourd'hui vous le dis. RN. Mais bien entendu, c'est ce que nous, on a voté. Donc, si... Mais est-ce qu'il n'y a pas une forme d'hypocrisie, je veux dire? Quelle hypocrisie? Bah, vous partagez quand même un certain nombre de points de vue. Mais non, ce que je veux dire par là, écoutez-moi bien, on a besoin aujourd'hui, on est au bout d'un cycle, la France est au bord de l'effondrement, 3 000 milliards de dettes, une note qui vient d'être dégradée, un déficit budgétaire, un déficit commercial. Voilà, Ce que on vous en nous est dites, là. c'est que sur les questions Ce que je veux économiques, vous dire- n'êtes pas d'accord avec eux, Ce mais que sur je le veux reste, dire, oui. c'est qu'on a besoin de hauteur. On a besoin de dire quelle est la vision de la France. La vision du Rassemblement national de la France, je ne la connais pas. Pourquoi? Parce qu'il change chaque jour, et on l'a vu encore hier avec M. Bardella, il change chaque jour d'avis sur pratiquement tous les sujets. Et on a besoin, dans cette vision globale, d'une vision qui concilie deux choses. L'ordre, l'autorité, la sécurité d'un côté, la liberté, la prospérité sur l'économie de l'autre. Sur l'économie, sur la prospérité, nous n'avons pas les mêmes visions. Et je dis à M. Bardella, comme à Mme Le Pen, qu'ils ne peuvent pas parler d'indépendance, de souveraineté, de puissance si on capitule sur le plan économique. Et leur programme est un programme d'affaiblissement, d'appauvrissement de la France. Donc je ne peux pas être d'accord avec le Rassemblement national. Et si par ailleurs, sur des points particulier, sur l'immigration par exemple, on peut se retrouver. Ça ne fait pas comme je me retrouve aujourd'hui sur un certain nombre de points d'accord avec les projets parfois portés par M. Macron. Sur la retraite, encore une fois, je l'ai voté. Mais on a besoin enfin d'une vraie vision. Si on veut redresser demain la France, on la redressera en marchant sur nos deux jambes, le régalien, l'autorité, une révolution pénale. Regardez ce qui s'est encore passé avec une gamine de 12 ans qui se fait, Un parce drame. qu'elle était juive, qui se fait violer. Voilà, c'est chaque Courbevoie. semaine, c'est ce bruit de fond que dénonce Jérôme Fourquier. Chaque semaine, on a ce genre d'abomination. Donc il faut le régalien, mais il faut aussi l'économique. Et les deux sont liés. Il n'y a pas de liberté sans assumer l'ordre et l'autorité. Et pour avoir l'autorité, il faut aussi une puissance économique. Il y a un personnage qui est un peu entre les deux, Bruno Retailleau, qui est Gilles Bourdoulex. Gilles Bourdoulex, il est aujourd'hui avec une investiture RN, mais il a longtemps été LR, et il avait même dit qu'il avait pris sa carte chez LR pour vous. Pour vous, Bruno Retailleau. Vous vous êtes d'ailleurs rendu en 2022 à Cholet, à ses côtés, le remerciant de son soutien. Gilles Bourdoulex, il a dit à propos des gens du voyage, Hitler n'en a peut-être pas tué assez. Et il était votre ami? Mais il a rendu compte devant la justice. Il a rendu compte devant la justice. Voilà. Il a rendu compte devant la justice, et Bien je vais être sûr. même très précis. Il a d'abord été condamné pour apologie de crime contre C'est ce que je vous l'humanité, dis. avant ensuite que la Cour de cassation ne casse ce jugement, mais parce qu'il ne s'agissait pas d'apologie, puisqu'il ne l'avait pas tenu publiquement sur une estrade, mais la Cour de cassation qui disait qu'en effet, il avait bel et bien tenu ses propos. Il le pense donc. Écoutez, en tout cas, ça n'est pas sous les couleurs de LR aujourd'hui qu'il concourt dans une circonscription Vous avez mis du temps. Maine-et-Loire. Ça a mis du temps. Non, Quand même, non, non, Bruno pas du Retailleau tout, a pas réalisé du ça. tout, pas du Parce que tout, pas du ces tout. propos, il les a tenus en 2013 et vous vous êtes réjoui de son soutien en 2022. Mais en 2013 et entre 2022, il y a des années. Et je connais Gilles Bourdoulex et je peux vous assurer qu'il n'est pas raciste. Il lui arrive, effectivement, d'avoir des colères. Et il a vraiment fait une faute, bien entendu. Et il a été sanctionné. Point final. Il m'avait soutenu. Depuis, il est passé dans le camp Ciotti. Et nous avons un candidat, notre candidat, qui est Jacqueline Ligaud, qui est le fils de Qui se l'ancien maire de présente Cholet, qui se contre présente effectivement, contre lui. Gilles Voilà, les Bourdoulex. choses sont très claires. Mais est-ce qu'à un moment, au fond, ça n'est vous n'avez pas forcément fait ce ménage suffisant. C'est-à-dire qu'on a quand même l'impression, quand on retrouve ce genre de... Gilles Bourdoulex, vous le dites, il a eu des colères, il n'est pas raciste. Mais enfin, pardon, quand on tient ce genre de propos, est-ce que vous pouvez encore dire qu'il n'est pas? Écoutez, dans un mouvement... C'est-à-dire, je ne comprends pas qu'il n'y ait pas un malaise au minimum. Non, mais attendez, vous me prenez une histoire... mais c'est pas n'importe quelle histoire. Il est aujourd'hui candidat. Mais Gilles Bourdoulex n'était pas... LR, lorsqu'il était, d'ailleurs, il est présidé le CNIP, je crois, le Centre National Indépendant et Paysan, etc. Il a longtemps été, et encore une fois, je précise... Il avait rendu compte devant la justice, il m'avait soutenu... Je suis touchée par le fait que tu prennes ta carte, Gilles, voilà ce que vous lui aviez dit. Bien sûr, évidemment. Et alors, qu'est-ce que ça change? Là, on est en train de faire de la politique politicienne. Moi, je vous parle de la France. Et vous me ramenez à des circonstances C'est précisément locales. aussi sur ces questions-là que ça se joue, et vous le savez très bien. Mais non, l'important dans la vie, c'est d'être droit. Je suis droit.
Voilà, j'ai mes convictions et vous savez, mes convictions, je les ai jamais mis dans ma poche, y compris lorsque ces convictions m'amènent à tenir des positions qui ne sont pas correctes politiquement, qui ne sont pas médiatiquement correctes. Et je recevrai demain Jean-Philippe Tanguy du RN et je lui poserai la question de savoir s'il maintient ou non son investiture RN à Gilles Bourdoulex, dont on connaît désormais les propos. Merci Bruno Retailleau d'être venu dans ce studio ce matin, président du groupe Les Républicains au Sénat, qui alerte donc, vous alertez ce matin et vous espérez être une force bouclier, je vous cite. Et de grâce, relevons un peu l'horizon, parce qu'il s'agit vraiment de l'avenir de la France et on est au bord de l'effondrement. Donc arrêtons de faire de la politique politicienne microscopique. Il est 8h52, donc je dois couper maintenant ce micro, mais cependant, je trouve que vous ne pouvez pas vous dédouaner de ces questions-là qui, au contraire, ont souvent pollué. Je ne me pas, Apolline de Malherbe. Simplement, moi, je me bats tous les jours pour mon pays. Je me bats pour mon pays. Je ne l'ai pas remis en cause. Et on ne peut pas être tiré par le bas en permanence. Mais voilà, parce qu'il y a des enjeux qui sont tellement importants. Vous trouverez toujours dans toutes les familles politiques tel ou tel qui a pu faire des déclarations. Ça, vous le trouvez. Mais vous n'aviez pas besoin de moi pour les trouver. Vous auriez pu les trouver tout seul. Bien sûr que non. Mais simplement, ça ne nous compromet pas, malgré tout. Et moi, je me bats aux côtés de candidats qui sont vraiment courageux. Eux, ils sont ce matin sur le terrain et ils vont porter nos couleurs, nos valeurs et nos convictions. C'est le plus important. C'est ça qui fait la noblesse de la politique. Et c'est entendu. Bruno Retailleau, président du groupe Les Républicains au Sénat. Merci à vous. 8h53.